Suivant l'énorme succès critique de Marineford, et une ellipse de 2 ans ayant posé les attentes des lecteurs et des spectateurs au maximum, l'arc de l'île des Hommes-Poissons, pourtant teasé à de nombreuses reprises, s'est révélé être une grande déception pour beaucoup, lui reprochant un manque d'enjeu, un antagoniste peu charismatique, ainsi que de trop nombreuses similitudes avec des arcs précédents. En bref, d'être un faux départ pour la seconde partie de One Piece. Dans cette vidéo, nous passerons donc en revue les différents aspects de cet arc, puis les critiques qui lui sont associées, pour enfin déterminer si celles-ci sont justifiées ou non. Commençons tout de suite. Avant toute chose, l'île des Hommes-Poissons marque un passage de cap au niveau du visuel. Techniquement, Oda est tout simplement à son meilleur niveau jusqu'ici. Les planches sont plus détaillées qu'auparavant, tout en étant très fournies. On a tous en tête la planche qui nous présente le palais royal, qui fait partie de celles qui ressortent le plus quand on veut vanter le dessin d'Oda. Les décors sont très variés et vivants, que ce soit dans les villes ou les espaces plus sauvages, on ressent vraiment l'effervescence des fonds marins. Oda s'attelle à combler chaque espace par des poissons, des coraux et des personnages tous différents les uns des autres. Tout est vivant, et c'est quelque chose qui, bien que présent auparavant, n'était pas aussi impressionnant que maintenant. Plus que jamais, on ressent aussi une volonté de représenter la démesure dans cet arc, que ce soit par les monstres marins, le bateau noir et la taille gigantesque de certains personnages. Plus souvent que d'habitude, on retrouve des cases ou des doubles planches où l'ensemble de l'espace est monopolisé par 2 ou 3 éléments au maximum. On sent vraiment que pour cet arc, Oda avait la volonté d'à nouveau émerveiller le lecteur et pousser sur le côté exploration et découverte pour une île qui était teasée depuis très longtemps. L'histoire démarre de manière plutôt classique. L'équipage se dirige vers l'île des Hommes-Poissons, dernière étape avant d'entamer leur périple vers le Nouveau Monde. La différence principale se trouve dans l'élément perturbateur. Là où d'ordinaire l'équipage est rapidement confronté à un ou plusieurs antagonistes compromettant leur voyage, ici l'équipage est d'abord pris pour cible par les habitants même de l'île, suite aux prédictions de Madame Shirley, voyant en qui il voue une confiance aveugle depuis des décennies et qui prédit que Luffy va détruire l'île dans un futur proche. Ainsi, Cody Jones et Vanderdecken, les deux réels antagonistes, ne deviennent le centre d'attention qu'après la moitié de l'arc. Cette situation, inédite, donne une approche vraiment différente lors de la lecture. On ne se demande pas comment l'équipage va vaincre ses adversaires, mais plutôt, est-ce que la prédiction de Shirley est vraie? Et si oui, comment Luffy va en arriver à détruire l'île? Un choix intéressant, apportant une forme de suspense différente de celle dont nous avions l'habitude dans One Piece. Mais ce dans quoi l'arc excelle, c'est dans le développement de l'univers et de ses personnages. On découvre plus en détail Fisher Tiger, introduit auparavant par Hancock lors d'Amazon Lily, un personnage charismatique, dont les origines, les motivations et sa tragique histoire sont présentées lors d'un flashback des plus réussis, et étonnant, sachant que nous n'étions pas du tout habitués à avoir autant de développement pour un personnage secondaire. Ce flashback donne aussi un peu plus de consistance au personnage d'Arlong, dont on comprend enfin les motivations, et sur Jinbei et les raisons qui l'ont poussé à devenir l'un des membres des Grands Corsaires. Au niveau de l'univers, énormément d'éléments clés nous sont révélés. On apprend que l'arme antique Poséidon sert à contrôler les monstres marins, et qu'elle se révèle être Shirahoshi. On découvre Joy Boy, un personnage encore aujourd'hui très mystérieux, et qui a un rapport avec le siècle oublié, et à la fin de l'arc, Big Mom et sa future confrontation avec Luffy sont introduites à l'histoire. Enfin, l'île des Hommes-Poissons, c'est aussi l'occasion de découvrir les nombreux changements qu'a connu le monde pendant l'ellipse. Que ce soit la victoire d'Akainu contre Aokiji dans un combat décidant le futur chef de la marine, ou le nouveau rang d'empereur de Barbe Noire, et son objectif de récupérer les plus puissants des fruits du démon. L'arc fait ainsi un parfait travail d'exposition et de transition entre les enjeux de la première partie de Grand Line et ceux du Nouveau Monde, en nous introduisant à des mystères et nouveaux éléments excitants pour la suite, tout en nous offrant des réponses satisfaisantes aux questions que l'on pouvait se poser suite à une si longue ellipse. Ça n'a échappé à personne, l'île des Hommes-Poissons parle du racisme dans la continuité de ce que nous avait appris l'arc de Sabaody, qui montrait la discrimination et l'esclavage que subissaient les Hommes-Poissons. Plus précisément, sont montrées les conséquences des discriminations sur le peuple des Hommes-Poissons. La première étant la méfiance mais aussi le racisme qui l'entraîne réciproquement. En effet, si les Hommes-Poissons se retournent si rapidement contre les Mugiwara et ne prennent aucun recul sur les prophéties de Shirley, c'est à cause de leurs antécédents avec les hommes, qui capturent leurs concitoyens et les méprisent pour ce qu'ils sont depuis des siècles. Si Arlong considère les humains comme inférieurs, c'est en miroir au mépris qu'il a subi, l'empêchant de jouer librement dans le parc de Sabaody comme il en rêvait. Le racisme entraîne le racisme. Cette méfiance crée un climat anxiogène. Les habitants de l'île, craignant les humains, finissent par se satisfaire de leur triste situation, considérant qu'il est plus sûr de vivre reclus. On nous montre aussi que cette peur et cette haine se transmettent de génération en génération, à travers les personnages d'Odi et Arlong. Si Odi n'est qu'une version plus extrême d'Arlong, ce n'est pas par flemmardise d'Oda, mais pour appuyer le fait que chaque génération est façonnée à partir des idéaux de la précédente, et qu'elle peut rapidement dériver dans l'extrémisme en ne se fondant que sur des paroles, sans aucune expérience derrière. Les morts soudaines et cruelles d'Otohime et Fisher Tiger, elles, témoignent des drames créés par le racisme, directement ou indirectement. Fisher Tiger est mort à cause du racisme des hommes, alors qu'il était profondément juste et honorable, tandis qu'Otohime est morte car Odi était persuadé que tous les humains sont mauvais et considérait que leur tendre la main était indigne et dangereux. Le racisme génère ainsi des conflits entre opprimés et oppresseurs, mais aussi entre les oppressés eux-mêmes. L'arc contient aussi de nombreux symbolismes forts, appuyant son message. Premièrement, la position même de l'île des Hommes-Poissons, cachée des yeux du monde, est située pile en dessous de Marie-Joise, situation symbolisant le mépris et la domination qu'exercent les hommes sur les Hommes-Poissons. Deuxièmement, l'image du soleil, dont il est constamment fait référence, que ce soit dans le nom et l'emblème des pirates de Fisher Tiger,
les Pirates du Soleil, ou dans les nombreux discours des personnages. Celui-ci représente physiquement le retour des hommes poissons à la surface, aux côtés des hommes, car ils seraient enfin éclairés par celui-ci, mais représente aussi symboliquement une ère de tolérance et de paix, loin des ténèbres de l'obscurantisme prêché par Odi, voulant faire croire que tous les hommes sont tous aussi intolérants et violents. Enfin, Oda oppose les deux manières de lutter contre ce racisme, avec d'un côté le pacifisme, et de l'autre la lutte violente. La première étant personnifiée par la reine Otohime, décidée à faire revenir les hommes poissons sur Terre par la négociation et persuadée que tous les hommes ne sont pas pareils, tandis qu'Odi Jones, lui, souhaite asservir à son tour les humains par pure vengeance. Fisher Tiger, lui, se trouve dans un entre-deux, dans une lutte violente certes, mais pas animée par la haine, comme en témoigne sa volonté de ne jamais tuer, et le fait qu'il ait accepté une humaine dans son équipage. Évidemment, tout le long de l'arc, Oda oriente son récit de manière à ce que la voie de la paix et de l'ouverture aux autres soit mise en avant. Il utilise la dégradation physique de Odi pour représenter le caractère autodestructeur de la colère et de la rancœur. Il fait d'Otohime une martyre, dont la persévérance malgré le long rejet de son peuple finit par payer, et dont les idéaux finissent par perdurer même après sa mort. Et surtout, à travers la scène la plus importante de l'arc, la transfusion sanguine entre Jinbei et Luffy, faisant parallèle à la scène où Fisher Tiger refuse de recevoir du sang humain, il insiste sur l'unité qui doit régner entre les peuples, sur le fait que malgré certaines différences, hommes et hommes poissons sont au fond les mêmes, qu'il faut briser les chaînes du passé, ici représentées par la loi interdisant aux hommes poissons de partager leur sang avec les humains. À l'inverse de Fisher Tiger qui, malgré son grand cœur, n'a jamais su oublier la rancœur qui sommeillait en lui. La perfusion liant Jinbei à Luffy est ainsi le premier pont entre les deux civilisations, le début d'une confiance mutuelle, sacrant la plus belle victoire de Luffy dans cet arc. Non pas celle contre Odi Jones, mais plutôt celle contre la méfiance qui séparait hommes et hommes poissons. Beaucoup de critiques reprochent à Odi et Arlong d'être trop similaires, et pour moi, elles ne sont pas vraiment fondées. Comme dit précédemment, cette ressemblance est volontaire et sert le message général de l'arc. De même, les critiques reprochant à l'île des hommes poissons d'aborder le même sujet que Sabaody n'ont pas vraiment de sens. Le racisme est abordé dans les deux, certes, mais il est seulement rapidement introduit à Sabaody pour justement être développé plus tard. Sabaody se concentrant sur bien d'autres sujets. Les critiques que je comprends cependant sont celles sur le manque de tension. En effet, hormis la chute de Noah sur l'île qui est réglée en l'espace de 2 chapitres, à aucun moment nous ne sentons l'équipage en danger. Les différents antagonistes manquent cruellement de charisme, car en effet voir le méchant principal de l'arc être blessé par Zoro alors qu'il est dans des conditions extrêmement favorables et constater qu'il doit se doper pour faire face à nos héros n'a rien de bien glorieux. Certes, Oda était obligé de mettre en valeur les Mugiwara après l'ellipse, mais en contrepartie, la quasi-totalité des combats de l'arc sont assez unilatéraux et peu intéressants, et l'exposition de leurs nouvelles capacités lors de la bataille finale n'est pas des plus impressionnantes à cause d'un contexte bien trop peu tendu. Au final, même avec ce défaut assez important, je pense qu'il est honnête de dire que le positif surpasse largement le négatif. Le propos de cette vidéo n'était pas de dire que l'île des hommes poissons est un des meilleurs arcs de One Piece, c'est évident que non, mais plutôt de tirer le positif de cet arc dont on parle trop peu à mon sens. L'arc remplit très bien son rôle, et il est assez injuste qu'il soit tant mésestimé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, et sur ce, je vous dis à la prochaine.